Salut les sportifs, nous sommes au mois d'août 2023 et comme c'est les vacances un petit peu pour tout le monde, on vous propose des rediffusions des meilleurs épisodes de la saison 3 du podcast Devenir triathlète. Alors accrochez-vous à vos écouteurs, c'est parti pour 5 épisodes que vous avez très certainement déjà écoutés. Éclatez-vous et n'hésitez pas à nous faire vos retours. On se retrouve début septembre après de bonnes vacances bien réparatrices que l'on aura espéré bien sportives et on attend avec impatience vos retours. À très bientôt. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, pour m'accompagner dans cet épisode, il y a Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité et du jour est Pauline Stevens, avec qui on va pouvoir parler d'elle, on va pouvoir parler de sport évidemment, puis on va pouvoir parler aussi de certaines courses qu'elle a menées à bien. Mais tout d'abord, bonjour Pauline. Bonsoir Hermano, bonsoir Olivier. Déjà, est-ce qu'on prononce bien ton nom de famille ? Parce que déjà, on a été un peu confus à la base parce que t'apparaissais sur le Google Meet là avec un autre nom. Comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille ? Pauline Stevens. Stevens, ok, c'est ça. Ouais, donc pas à l'anglaise quoi, c'est pas Stevens, c'est Stevens, ok. Non. Bah écoute Pauline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a une tradition sur le podcast et c'est de donner la parole à nos invités pour qu'ils se présentent en quelques minutes. Donc dis-nous tout, qui est Pauline, quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie et puis quelle a été un petit peu ta rencontre avec le sport ? Alors donc oui, je m'appelle Pauline Stevens, j'ai 28 ans. Je pratique le triathlon à niveau amateur, on va dire plus pour le loisir depuis 4 ans. Et dans la vie de tous les jours, je suis officier de sapeur-pompier en Seine-Maritime, donc en Normandie. J'ai pas toujours été une grande sportive. J'ai toujours été assez énergique, assez dynamique. J'ai fait pas mal de sports, mais la course à pied, la natation et le vélo, ça reste donc très récent. Donc voilà, j'ai commencé il y a 4 ans. Je suis originaire du nord de la France et j'ai signé rapidement en club de triathlon. D'abord à Arras, puis à Rouen en arrivant en Seine-Maritime et enfin au Havre, où je suis toujours. Et voilà, ça m'a permis de faire une très belle découverte et très rapidement d'avoir des gros challenges. Bon alors quand tu dis que t'as pas toujours été une grosse sportive, quand on est pompier, en général, on est quand même déjà un petit peu attiré par l'activité physique, non ? Tout à fait, ça fait partie du quotidien. Donc, ça fait que 3 ans que je suis pompier. Avant ça, j'étais dans la finance, plus exactement dans le risk management. Et de fait, j'ai orienté ma vie vers le sport, vers une vie plus éthique et tournée vers les autres. D'où ces choix sportifs et professionnels. C'est marrant parce que passer de la finance à pompier, c'est rare, je pense, comme reconversion professionnelle. C'est quoi qui t'a fait changer ? C'est assez rare, en effet. En risk management, en gestion des risques, je devais m'occuper forcément de risques transversaux pour les personnes. Ça pouvait aller du simple sinistre, un grand risque industriel. Donc, il y avait quand même cette notion de risque et de danger que je retrouve dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Mais j'ai eu envie de servir les intérêts de mon pays plutôt que ceux d'une grosse entreprise, même si je trouve que c'est très intéressant. J'avais besoin de plus d'éthique et Ok, t'étais quoi dans l'assurance avant ça ? management dans une entreprise du CAC 40, pour pas la nommer. Ok, d'accord, ça marche. Je me suis aussi laissé dire qu'il n'y a pas que le triathlon et le fait que tu sois en Normandie, mais aussi ton alimentation. On va pouvoir revenir un petit peu sur tous ces sujets-là. Alors déjà, tu nous dis que t'as pas toujours été une grande sportive. Bon, malgré tout, maintenant, tu te rattrapes un petit peu. Jusqu'où remontent tes premiers souvenirs de sport et qu'est-ce qui a fait que justement, il y a eu ce switch, t'as opéré ce switch pour devenir beaucoup plus sportive ? Alors, c'est vrai que j'ai toujours fait un petit peu de sport quand même. J'étais pas totalement étrangère. J'ai fait de l'équitation pendant plus de 15 ans, je pense. De l'escrime. J'ai pris l'escrime au bac en option sport. À l'époque, ça se passait comme ça. Vous pouvez choisir le sport. Et ensuite, j'ai fait du rugby un petit peu plus tard. Donc, j'ai quand même toujours été un petit peu dans le sport, mais sans être capable de courir plus d'un tour de terrain sans être essoufflée. Je ne savais pas nager. Donc, je nageais la brasse avec la tête hors de l'eau.
Le vélo, bah oui, éventuellement un petit tour de VTT avec les amis, mais sans plus. Et si j'ai un souvenir en particulier, je pense que c'est surtout avec l'équitation, les compétitions étant très jeune et la rigueur que ça demandait. Donc, j'ai fait des petites compétitions étant enfant à poney et puis à cheval, jusqu'à arriver ensuite en endurance équestre, donc comme du trail, mais avec les chevaux. Et mon plus beau souvenir, je pense, c'est vraiment à cheval, le fait d'avoir ce dépassement de soi et d'avoir un animal sur lequel on n'a pas le contrôle à 100%. J'ai commencé à sentir l'envie de se challenger en arrivant sur des courses d'endurance à 80 km avec mon propre cheval. Voilà. Après, j'ai orienté ma vie différemment parce que je me suis rendu compte que je me retrouvais plus dans ce sport. Mais si j'ai un souvenir, oui, c'est ça, c'est le fait d'aller au bout d'un objectif sportif étant plus jeune, ouais, déjà. Alors, l'endurance à cheval sur 80 km, déjà pour l'animal en lui-même, ça doit être un peu traumatisant, mais pour le cavalier ou la cavalière, ça relève du sport d'endurance. Combien de temps ça dure déjà une telle épreuve, et puis quels sont un petit peu les paramètres, les objectifs, les règles, et qu'est-ce qui fait que toi, en tant que cavalière, tu vas pouvoir tenir sur le cheval pendant tout ce temps? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que l'équitation, c'est pas un sport. Parce que c'est pas là qu'on brûle le plus de calories ou voilà, qu'on a forcément les athlètes les plus affûtés. Néanmoins, je pense qu'en effet, c'est très physique, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du gainage, il y a quand même une certaine exigence. En effet, pour le cheval, c'est très traumatisant, surtout tout ce qui va être épreuve longue distance, comme ça. Le saut d'obstacle également, ça reste des disciplines exigeantes pour les animaux. Éthiquement, c'est pour ça que parfois je m'y retrouvais pas, parce que moi j'ai toujours fait très attention à mon cheval, mais il y a des personnes qui sont un peu plus négligentes. Au-delà de ça, je pense que ce qui m'a plu, c'est justement toutes les phases intermédiaires du contrôle de l'animal sur l'endurance équestre. C'est-à-dire qu'on peut pas prendre le départ d'une course sans avoir passé un contrôle vétérinaire et que le vétérinaire ait validé cela. Et à chaque étape intermédiaire, donc ce sont des courses qui durent plusieurs heures, à chaque étape, il y avait donc un contrôle vétérinaire. On réalise des boucles. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que le sport d'extérieur, c'est vraiment ce que j'aimais. Le fait d'être en équipe, parce qu'il faut avoir une assistance. Donc, il y avait déjà voilà, ce sentiment de partage. Et le fait de devoir veiller au bien-être de l'animal et à sa santé aussi, au fait de rester énergique, parce que voilà, sur des courses de 20, 40, 60, puis 80 km, avant d'arriver au niveau où on est à plus de 80 bornes, ouais, il y a quand même un certain nombre de choses à surveiller. C'est marrant parce qu'on entend, pour ceux qui ont lu le bouquin Born to Run, souvent on a tendance à dire que l'homme est l'espèce animale la plus endurante au monde, et qu'il y a, que ce soit les loups, les chevaux, les chameaux, il y en a aucun qui est aussi endurant que l'homme, avec un grand H évidemment. Les chevaux, ils peuvent, quand ils font des courses comme ça, j'imagine, ils sont au galop tout le temps, pendant 80 km, c'est... Alors, c'est pas forcément tout le temps, parce qu'évidemment, il y a des phases, comme en trail, en fait. Il y a des phases plus techniques, des phases où ça grimpe, peut-être des obstacles, voilà. Donc, il y a des phases où c'est au trot, voire au pas. Mais à haut niveau, oui, ça galope tout le temps. Et au championnat du monde, la distance, c'est donc 160 km. Donc, c'est comme une diagonale des fous, mais à cheval. C'est un sport qui est assez peu connu, qui néanmoins est très intéressant, parce qu'en effet, il faut veiller à sa monture. Ce qui m'a déplu, c'est qu'il y a beaucoup d'excès, qu'il y a beaucoup d'argent dans ce sport à haut niveau. Les Français, éthiquement, ils s'occupent très très bien de leurs chevaux, mais sur la scène internationale, c'est pas très très joli. Donc c'est ce qui m'a ensuite un petit peu calmée. Et j'ai préféré faire des balades et puis ensuite arrêter et laisser mon cheval tranquille. et commencer à te déplacer toi-même comme une grande avec tes baskets. Ce qui est drôle, c'est que j'entraînais mon cheval pour éviter qu'il ait du poids sur le dos, même si je suis pas un gros gabarit et tout ça. On devait d'ailleurs me lester en course d'endurance pour être au même niveau que les autres. En fait, ah oui, donc pas un gros gabarit du tout, quoi. Non. Je suis à 47 kilos, donc du coup, il y avait des minima de 55 kilos en endurance. Donc il fallait me lester au niveau du tapis de selle et de la selle. Donc ça, c'était un peu embêtant, mais bon, comme ça. Ça veut dire que si toi, tu pèses moins de 55 kilos, t'es pas censé pouvoir... Enfin, tu peux pas, sans être lesté, tu peux pas participer, quoi. On peut pas prendre le départ, il faut être lesté pour que ce soit... Bon, donc au début, moi, je trouvais ça bizarre, parce que je me disais, faut être le plus léger possible pour l'animal. Donc il y avait certaines règles. Et c'est quoi la raison de cette règle ?
Excellente question. Ok. L'équitation, ou plutôt la Fédération équestre internationale à la FEI, mais je ne sais pas. Ok, c'est quand même marrant. Ce serait marrant qu'ils fassent ça, tu sais, en cyclisme aussi. Oui. Tu sais, de te dire, non, t'es trop léger, tu dois mettre du poids. On le fait pour le vélo en tant que tel, mais bon, parce que là, il y a une raison, c'est que au-delà d'un certain poids, éventuellement, ton vélo, il est moins résistant. Enfin, voilà, mais ok, bref. D'accord. J'en mon cheval, donc moi, je marchais à côté de lui. Et je faisais des longues séances où lui était au pas. Donc, il marchait quand même à 6-7 km/h. Et donc, moi, je marchais à côté de lui. Je faisais des marches rapides. Et je me suis rendu compte qu'après, j'allais faire ma vie moi-même parce que voilà, il préfère son prêt. Et donc, t'es passé du cheval au vélo. Oui, mais c'est ça. En passant un peu par le rugby d'abord. Ouais, quelques années de rugby. Un sport juste incroyable. J'ai encore pas mal de contacts avec les filles de mon ancienne équipe. Ça m'a appris beaucoup de valeurs. Ça m'a appris tout ce qui est forcément la cohésion, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Et ce que j'ai adoré dans ce sport, on dit souvent que le rugby, c'est l'école de la vie, c'est que, voilà, dans mon équipe, il y avait des filles qui étaient au chômage, une autre qui était avocate, une médecin, l'autre qui était prof, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Voilà, et c'est ça la vie, en fait. C'est la diversité, c'est ça qui fait la richesse. Et cette équipe, aujourd'hui, elle vient d'arriver en Fédéral 1. À l'époque, on était en Fédéral 2. Donc, c'est très inspirant d'avoir été entourée de ce genre de filles, ouais. C'est tout un honneur. Il fera qu'en off, on discute. Je te ferai peut-être quelques contacts dans le rugby féminin et notamment quelqu'un avec qui j'ai enregistré un épisode il n'y a pas longtemps qui est Armand aussi. Bon, et puis, donc, du cheval au rugby, du rugby au triathlon, quel a été le déclic chez toi pour passer justement au triathlon? Parce que le triathlon, c'est quand même 3 sports. Il faut nager, il faut rouler, il faut courir. Accessoirement, il faut faire un peu de muscu, de PPG, il faut avoir une hygiène de vie, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as découvert le triathlon et tu t'es rentré dedans, et notamment avec certaines épreuves dont on va parler tout à l'heure? Alors, comme je disais, je ne savais rien faire au niveau du triathlon, ni nager, ni rouler, ni courir. Et en fait, c'est sur le retour d'un match de rugby, la coach de l'équipe d'Arras, dans le Pas-de-Calais, là où je jouais, elle parlait du triathlon d'Embrun. Elle y allait chaque année avec sa famille. Et donc, elle parlait de ce sport. Donc, j'avais une oreille qui traînait, j'écoutais. Elle disait qu'elle allait participer à un triathlon en relais avec son père et son frère. Et donc, j'ai posé des questions. Je me suis tout de suite interrogée. Je l'ai interrogée. Et ça a fait sourire une personne qui était dans la même voiture que moi et qui m'a dit, mais Pauline, t'es essoufflée en faisant le tour du terrain, tu sais pas nager, pourquoi tu t'intéresses à ça? Et je lui ai dit, je sais pas, tu penses pas que ce serait possible que je fasse un triathlon XS ou un S, un court distance pour découvrir? Ben non, mais c'est impossible, m'a-t-on répondu. Bon, voilà. Il suffit juste parfois qu'on nous mette une barrière, une limite pour qu'on l'enjambe. Voilà. Ouais, ça, c'était il y a combien de temps? Et écoute, c'était il y a 4 ans. Là, je vais démarrer ma 5e saison. Donc, ça, c'était il y a 4 ans. Donc, c'était arrivé au mois d'octobre, mois de novembre. On rentrait d'un match, c'est ça. Et donc, 2 semaines après, j'étais toute seule dans le petit bassin de la piscine municipale en train d'essayer de faire du crawl. Un grand moment. Donc, pour ravaler sa fierté, son ego. Et puis, j'ai barboté comme ça. Puis après, j'ai appelé une copine qui était en tiers-temps natation quand on était gamine. Je lui ai dit, viens m'apprendre le crawl vite fait. Donc, elle est venue. Et au 1er janvier de l'année suivante, j'étais inscrite au club de triathlon d'Arras et je faisais ma première séance de 1500 mètres avec le club. Pour moi, c'était l'Amérique. Je devais m'arrêter tous les 25 mètres pour respirer. C'était catastrophique. Donc, mais voilà, c'était parti. Bon, et du coup, 4 ans plus tard, t'en es bien loin. Comment est-ce que tu as vu ta progression au fur et à mesure du temps là, si tu regardes un petit peu en arrière, notamment en natation, comment est-ce que tu as progressé? Alors, disons que je ne serai jamais une nageuse. Je ne suis pas quelqu'un de rapide, mais j'arrive à nager longtemps et sans m'abîmer, sans me fatiguer. Donc, disons que pour le moment, ça me va. Sur des courses un peu plus courtes, j'ai déjà fait des temps corrects. Donc, c'est une belle réussite. Je suis contente. Au niveau de la progression, de la rigueur et de la discipline, faut pas réussir dans un quotidien. On a le boulot, on a toutes les contraintes personnelles. Et il faut se forcer. C'est-à-dire qu'il y a une seule chose qui paye, c'est d'aller à l'entraînement. De savoir s'écouter, de prendre du temps pour soi, pour avoir la tête sereine. Mais ça a commencé au départ par 3 séances de natation par semaine pour monter jusqu'à 5, 6, 7
séances par semaine. Donc j'ai bossé. Ouais, j'ai bossé parce que niveau technique, j'étais vraiment nulle. Aujourd'hui, j'ai toujours pas des appuis efficaces. Mais voilà, je pense qu'il y a qu'une seule chose qui paye, c'est le travail. Attends, tu disais, tu as commencé par 3 séances par semaine et maintenant tu es à 7 séances de natation par semaine? Plus en ce moment, mais c'était la deuxième saison où là, j'ai vraiment travaillé à fond parce que je n'arrivais pas du tout à avancer, j'arrivais pas à progresser et j'étais pas à l'aise. Donc la deuxième saison, ouais, j'allais jusqu'à 7 séances. De toute façon, le coach me voyait le midi puis me revoyait le soir. Donc Ah ouais, donc déterminé quand même. c'est ça. Aujourd'hui, je suis revenue à 3 séances par semaine parce que je sais que je pourrais pas forcément, hormis en me faisant beaucoup de mal, mais je pourrais pas progresser. Donc je préfère travailler vraiment sur le vélo plutôt parce que en termes de volume, c'est là qu'on passe le plus de temps sur un triathlon. Donc, j'essaie juste de sortir fraîche de l'eau, de continuer à nager régulièrement avec le club du Havre. Donc, 3 fois par semaine, ça me va bien. Donc en fait, le truc c'est que tu avais déjà cette discipline et cette envie de bosser et de te donner dur que tu avais développé, j'imagine, notamment avec l'équitation, et peut-être aussi au niveau de tes études, au niveau pro, voilà. C'est quelque chose que tu avais déjà et puis tu t'es dit je commence le triathlon, bon bah en fait je vais le faire, mais je vais le faire à fond quoi. C'est ça. J'y suis pas allée pour faire la figuration. J'avais vraiment des gros projets et notamment le Northman ou du moins faire un Ironman. Dès le départ, quand on regarde les vidéos YouTube et qu'on s'intéresse un peu au triathlon, on tombe là-dessus. Donc moi, c'est ce qui m'a inspirée. Et oui, je savais que ça allait prendre du temps, que je ne pouvais pas forcément m'y mettre tout de suite la première saison sur un Ironman, mais j'avais cet objectif en tête. Et je pense que n'importe qui est capable de parvenir à ce genre de challenge, à condition, voilà, pour moi, c'est l'état d'esprit qui fait tout. Bon, attends, tu me fais bien rire parce que tu savais que ça prendrait le temps. On est 4 ans après et justement, on va pouvoir en parler parce que tu nous as un peu fait tomber le suspense. Mais t'as quand même pris le départ du Northman, donc le temps est tout relatif. Quand on sait qu'il y a 4 ans, tu disais toi-même, tu sais pas nager, tu sais pas rouler, tu sais pas courir. 4 ans après, tu boucles un Ironman et pas n'importe lequel. Donc t'as quand même une progression assez importante. Sur la partie justement natation, oui, sur la partie natation c'est fait. Sur la partie vélo et course à pied. Comment est-ce que tu as fait pour t'y mettre et pour progresser? Est-ce que tu t'es mis aussi dès la deuxième saison 7 séances par semaine de vélo et 7 séances de course à pied? Donc en fait, tu vivais, tu dormais, tu mangeais triathlon toute la journée? Non, largement moins quand même. La première saison, j'ai eu la chance d'avoir un cadeau, donc un vélo aluminium, un mulet, comme on appelle, avec lequel j'ai pu faire les 400 coups, déjà apprendre à passer les vitesses. Parce que il y a 4 ans au club de triathlon, je suis montée sur le vélo, ils m'ont dit tu as déjà roulé? Je dis non, je sais même pas comment on passe les vitesses. Ok, bon, ça va être compliqué. L'avantage d'avoir fait du rugby, de l'équitation et de l'escrime avant, c'est d'avoir des bons appuis, des bonnes cannes, comme on dit. Et à vélo, ça a très vite payé. Donc, je sais pas d'où je sors ça parce que c'est rageant pour mes concurrentes encore aujourd'hui. Parce que là, il y a une semaine, j'ai fait les 24 heures du Mans. Je suis celle de la compétition qui s'est le moins entraînée cette année à vélo et j'arrive toujours à sortir des trucs monumentaux. Enfin, le vélo, c'est mon truc. Je sais pas d'où je sors ça, mais du coup, j'ai pas forcément besoin de m'entraîner autant que les autres. Je pense que si je m'entraînais plus, ce serait un carnage. En tout cas, voilà. Et à pied, ouais, je fais toujours à peu près 3 séances par semaine parce que j'ai vraiment peur de me blesser. En prépa marathon, j'en rajoute un peu plus à 4-5. Mais je sais que c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Donc, j'essaie de rester vigilante. Ouais, sur la partie vélo, il y a peut-être aussi le rapport poids-puissance qui joue parce que tu nous disais que tu étais plutôt un poids-plume. Donc, si tu as des bonnes cannes, forcément, appuyer fort quand on n'est pas lourd, surtout sur un vélo, ça paye tout de suite, quoi. C'est certain, oui. Franchement, ça aide. Et tu te fais accompagner du coup? Ouais, j'ai la chance d'être suivie par un coach qui me programme les séances et qui m'accompagne. Après, pour les séances de natation, maintenant, je préfère faire celles du club. Ça permet aussi psychologiquement d'être avec des camarades parce que nager en bassin, c'est pas toujours très passionnant. Et c'est depuis le début le coach? Je veux dire, tu as commencé le triathlon, tu t'es dit je prends un coach directement ou bien tu as d'abord testé un peu toute seule? J'ai d'abord testé avec le club, juste suivre les séances du club, donc à l'époque à Arras, là où j'étais. Et à la deuxième saison, donc je terminais mes études à Strasbourg. Je me suis inscrite dans un club d'athlétisme dédié aux femmes. Comme j'avais envie de progresser en course à pied, je venais de faire mon premier marathon. Parce que la première saison de triathlon, j'ai quand même fait un marathon. Au bout de 6 mois de course à pied, ça a été difficile. Donc je me suis dit, je veux absolument progresser. Donc je suis allée les rejoindre dans ce club.
Et le coach du club est toujours mon coach aujourd'hui. Donc lui, il me structure vraiment mes séances course à pied. Et parce que je pense que c'est là qu'il faut le plus cadrer les choses. Après, ça dépend des personnes. Hein. Quelqu'un qui vient de l'athlétisme aura peut-être besoin d'un peu moins de support. Mais pour moi, la course à pied, c'est l'essentiel. Et il me fait mes enchaînements vélo-course à pied. Le vélo, j'ai récupéré des séances que je fais de manière régulière. Et après, je pense qu'il faut surtout mettre du volume, travailler la puissance et ça se fait bien. Ok. Tu parles de volume, juste pour avoir un peu un ordre d'idée. T'es à combien d'heures par semaine? Alors du coup, je fais 3-3-3. Je trouve que ça s'équilibre bien. Donc, je fais 3 vélos, 3 natation, 3 courses à pied, 1 à 2 séances de PPG, 3 à 4 séances de yoga. Je me force à aller marcher 2 fois par semaine. Pour certains triathlètes, c'est débile ce que je fais, mais moi, je sais que ça paye pour la récup, pour la construction musculaire, pour l'esprit. Et en termes de volume, on va dire qu'en off-season, donc l'hiver, quand il n'y a pas de course, je suis entre 8 et 10 heures de sport. Donc, il y en a qui me disent, mais c'est rien du tout. Bah oui, parce qu'il faut du temps pour justement récupérer. Et en prépa Ironman, ça tourne souvent à 20 heures, voire 25. Moi, sur la partie marche, je suis tout à fait d'accord avec toi. On prend très rarement assez de temps pour faire ça. Mais moi, je l'ai vu après des blessures. Et effectivement, te faire des marches, des longues marches, je veux dire, pas faire les marches pour aller acheter le pain, mais faire des longues marches de 1 ou 2 heures qui sont actives, mais qui sont quand même beaucoup moins traumatisantes que la course à pied. Ça fait un bien fou, que ce soit en termes de récupération, mais aussi en termes de préparation physique. Mm-hmm. Mais si t'as la possibilité de passer ces quelques heures sur ton vélo, c'est pas plus intéressant? Je pense que ça permet de varier. Après, oui, forcément, plus on fait de volume à vélo, mieux c'est en triathlon, c'est ma philosophie. Mais je pense que ça permet aussi au cardio de rester bas, de faire une endurance qui est juste monumentale et qui sert vraiment à long terme. Puis oui, de voir un peu d'autres choses. Parce que parfois, on se lasse quand on s'entraîne. Là, ça fait 4 ans, entre guillemets, seulement que je fais ça. Mais quand je vois ceux qui font ça depuis 20 ans, pour garder tout le temps la motivation, repartir sur une prépa Ironman chaque saison, à un moment donné, je pense que c'est bien de libérer l'esprit et même d'aller marcher avec des amis. Ça permet aussi de faire autre chose que du tri. Mmh. Et quand tu dis marcher, c'est quoi? C'est de la marche rapide, style un peu en mode marche nordique, ou bien c'est vraiment juste te balader cool? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Ça peut très bien être juste aller faire les courses avec mon sac à dos. En plus, c'est écolo, je prends pas la voiture, donc c'est très bien. Je vais souvent marcher en forêt quand même, juste histoire de me reconnecter avec la nature et de vider la tête, parce que je pense que l'esprit, ça renforce surtout l'esprit, ce genre de choses. J'ai la chance d'avoir une partie de ma famille et mes amis qui sont en Corse. Donc, ce que je fais, c'est qu'à minima, 1 fois par trimestre, je vais marcher en montagne en Corse. Et là, du coup, je vais pas dire que je fais du globule parce que c'est pas vrai, parce que les sommets sont pas très hauts. En revanche, ça fait de la grimpette et ça fait de la technique, ça fait de la proprioception. Pour les chevilles, les genoux, toutes les articulations, le fait d'être sur un sol instable, en Corse, c'est plus qu'instable. J'essaie de varier tout ça et de marcher dès que je le peux dans mon quotidien. Voilà. Ok, c'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça, que quelqu'un met de la marche dans son programme d'entraînement en tri. Mais c'est cool. Et puis c'est vrai que, comme tu dis, ça permet de te changer aussi un peu les idées, donc c'est pas mal. Bon voilà, tu seras lié pour les adeptes du club Ohana Triathlon. On va pouvoir leur mettre 1 ou 2 séances de marche dans la semaine. Ça pourrait peut-être faire du bien. C'est la bonne opportunité d'écouter les podcasts. Exactement. Moi, j'avais une question par rapport à tout ça. C'est, est-ce que tu t'es fixé des objectifs dès le début, dès ta première année, dès ta première saison de triathlon, ou est-ce que ce sont des choses qui sont venues avec le temps, entre guillemets, pour te citer, parce que finalement, 4 ans, c'est quand même relativement court. Dès le départ, mon rêve, c'était de faire un Ironman. Mais quand on commence et qu'on sait, au bout de 25 mètres de natation, on est oxy, l'Ironman, il semble vraiment très loin. Et c'est le cas, c'est très loin. Donc, dès le départ, c'était l'Ironman. En me disant, si je me souviens bien, cette saison, je veux faire des XS et des S. En faire au moins 1 ou 2, on verra. J'aimerais faire un marathon un jour avant d'aller en Ironman. C'est pas du tout ce qui est conseillé de faire. Hein. Ça sert à rien parce qu'un marathon sec, c'est pas pareil. Mais psychologiquement, on a tous envie de faire des trucs comme ça. Donc, j'ai fait ce truc-là, comme tout le monde. Et en fait, au bout de quelques mois, comme j'ai progressé très vite, parce qu'au départ, on progresse forcément très vite,
Je me suis retrouvée à faire 7 ou 8 triathlons SXS en l'espace de 3-4 mois, à être inscrite à mon premier marathon, donc c'était à Amsterdam, à continuer le rugby, donc j'ai continué le rugby la première saison, j'étais encore en fédéral 2, et à aller au championnat de France d'endurance équestre. Donc j'avais en fait au total non pas 3 disciplines avec le triathlon, mais le rugby et l'équitation, donc 5. Donc ça a été une première année très 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 costaud. Et en plus de ça, tu marchais? Toujours, mais oui, d'ailleurs, j'ai fait les 50 km nocturnes avec ma maman la première année de Lille. Donc, bon, bref. Donc, je me suis rendu compte que je progressais, qu'il y avait quelque chose à faire, mais qu'on ne pouvait pas tout faire. Et j'étais têtue, obstinée. Je disais, je ne veux pas arrêter de jouer avec les copines, même si c'est en loisir, je veux continuer le rugby. Je veux continuer de monter à cheval. Et à un moment donné, j'ai fait mon dernier match avec le Stade français, je me rappellerai toujours, c'était le 21 janvier 2019. Et j'ai eu le nez complètement en vrac. Et là, on m'a dit, demain, tu ne peux pas nager, en fait, dans cet état-là, ce n'est pas possible. Et là, je me suis dit, OK, dans la vie, il faut faire des choix quand même. Parfois, ça s'impose à nous. Et donc, voilà, j'ai choisi le triathlon. Donc, mes objectifs ont commencé à être un peu plus structurés, heureusement. Parce que c'est quand même une connerie, cette première saison. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui se seraient blessés, je pense. Donc, ça s'est bien passé. Donc, deuxième année, j'ai renquillé. Donc, j'ai préparé le marathon de Berlin. J'ai fait mon premier half Ironman, donc 70.3 au Luxembourg. Et quelques M, quelques S encore, et tout s'est bien passé. Donc voilà. Bon, t'as pas l'impression qu'elle est un peu hyperactive, Olivier? C'est effectivement la caractéristique de la plupart de nos invités en général. La plupart d'entre eux sont triathlètes forcément, et je pense qu'il y a une grande majorité, j'ai pas le pourcentage exact, mais je crois que la très grande majorité des triathlètes sont effectivement un petit peu hyperactifs sur les bords. C'est une manière de dépenser l'énergie, le trop plein d'énergie qu'on a. Bon, et dans tout ça, il y a une famille, ou à ce niveau-là, t'es plutôt calme? Non, j'ai pas le temps pour le moment. J'ai un chat qui d'ailleurs des fois passe, donc vous allez entendre un peu. Mais sinon, j'ai mes parents qui sont extraordinaires, mes cousins, cousines, mes amis. On verra plus tard si je trouve quelqu'un d'aussi hyperactif que moi. Oui, il faut aller chercher dans la communauté des triathlètes, tu sais. Ou pas, parce qu'après, ça va être un sacré carnage pour organiser le planning de la saison. Ouais, il faut avoir les mêmes objectifs, quoi. Bon, on parlait d'objectifs justement. Donc, première saison, tu t'es retrouvé à faire pas mal de petits triathlons. La deuxième saison, tu structures un peu, tu commences à monter sur 70.3, donc sur Half Ironman. Et puis, qu'est-ce qu'il en est des saisons 3 et 4? Et en fait, on l'a dit, tu as pris le départ du Norseman. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic, te dire je veux faire cette course-là et je vais y aller à telle date? Alors, ce qui s'est passé, c'est que chaque année, en fait, pas la première, mais à partir de la deuxième saison, je me suis inscrite au tirage au sort pour le Norseman parce que donc du coup, c'est un tirage au sort. Il y a 5000 personnes chaque année dans le monde qui essayent d'avoir un dossard pour cette course de fou, clairement. Et il y en a que 300. Et donc moi, les 3 premières années, pendant 3 ans, j'ai pas eu mon dossard, y compris cette année. J'ai pas eu mon dossard au tirage au sort. Je vais pouvoir vous expliquer. Et de fait, donc la saison 3. J'ai mon dossard pour l'Ironman d'Italie, donc je m'y prépare ardemment. Et c'est une saison très particulière. Pourquoi? Parce que il y a déjà qui nous touche tous. Donc l'Ironman d'Italie est annulé à peine 3 semaines avant. Et en parallèle de ça, pendant ma préparation, j'ai eu un grave accident de vélo, donc j'ai chuté de mon contre-la-montre à cause du vent. Et j'ai eu le visage complètement arraché, brûlé. J'ai eu plusieurs greffes, etc. Enfin, ça a été extrêmement violent. Et je me suis quand même battue pour pouvoir faire cet Ironman. Quand on m'annonce que l'Ironman d'Italie est annulé 3 semaines avant, je pète un câble et j'harcèle Ironman sur absolument toutes leurs boîtes mail, y compris celles aux États-Unis. Dans toutes les langues, je leur ai dit, je vous en supplie, trouvez-moi un Ironman n'importe lequel sur la planète. Je me fiche du Covid. Je veux faire mon Ironman cette année. Ils m'ont répondu, OK, Pauline, arrête d'envoyer des mails. On en a un pour toi la semaine prochaine en Estonie. Je regarde mes potes, je dis, j'étais nulle en géo, c'est où déjà l'Estonie? C'est parti, j'ai fait mon Ironman en Estonie. Donc forcément, j'ai pas eu le temps de faire une prépa correcte en raison de ma phase de convalescence.
Donc, j'ai sorti un Ironman en un peu plus de 12 heures. Mais pour un premier en Estonie, comme ça, c'était juste extraordinaire. Donc voilà comment ça s'est passé. Et je me suis dit, maintenant que j'ai nagé en eau froide, parce que l'eau était un peu froide en Estonie, je me suis dit, il va falloir que je continue à me battre pour la loterie pour le Norseman. Je suis prête. Et donc, t'as harcelé Norseman aussi? Non. Mais par contre, j'ai fait un truc encore plus acrobatique. Donc, saison suivante. Fais gaffe parce que là, tu es en train de refiler toutes tes petites techniques. Sache qu'on a pas mal d'auditeurs. Ce sera plus des secrets. Hein. Moi, j'ai réalisé mes rêves, donc je laisse la place aux autres. Après, je vais continuer à faire d'autres choses. Du coup, à mon avis, ça fonctionnera plus parce qu'il y a quelques milliers de personnes qui vont vouloir faire la même chose. Mais bref, vas-y, balance. Je pense qu'Ironman, ils vont me tuer, là, le fait de savoir que leur envoyer des mails, ça fonctionne. Et du coup, oui, au bout du 3e tirage au sort négatif pour le Norseman, je continue à traîner sur leur site internet entre 2 pauses au boulot et je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux faire? Et en bas de leur page, ils sont assez farceurs aussi quand même, le Norseman. Ils ont un peu cette éthique-là. Il y avait une phrase et c'était indiqué « There is always a way in ». Donc en fait, il y a toujours une possibilité, toujours une chance d'y rentrer. OK. Et le « in » est en gras. Donc je clique. Là, il y a un formulaire forme vraiment qui apparaît. Et c'était la marque Trimtex, donc la marque de triathlon norvégienne, la marque notamment de Christian Blumfeld, le champion du monde. Ils indiquaient, nous recrutons un ambassadeur et une ambassadrice pour le Norseman cette année pour rejoindre notre team. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous dire en moins de 1000 caractères pourquoi on doit vous choisir. Je regarde, c'est bien, on est le 5 janvier, je suis un peu en retard. C'est mort. Et je me dis, non, en fait, non, there is always a way in. Donc, je commence comme ça. Et je leur raconte un peu mon histoire, que je suis une petite Française un peu cinglée, que j'ai commencé le triathlon, que je ne suis pas la plus rapide, que je ne suis pas une machine à podium. Voilà, j'ai fait 2 podiums en triathlon courte distance, mais qu'en Ironman, ça risque jamais d'arriver. Mais que par contre, je suis quelqu'un de déterminé et d'acharné et que si je rejoins leur team, il y a une chose qui est sûre, c'est que le Norseman, je le terminerai quoi qu'il arrive. 3 semaines, c'est cool. Et puis, sur mon iPhone, je vois un indicateur norvégien, un appel. Et voilà, j'étais prise. Donc, j'étais la première femme non scandinave à rejoindre un team de cette ampleur. La seule Française avec tous les Norvégiens et un Suédois. Et ça a été une année extraordinaire à leur côté. Ouais. Bon, je le trouve pas, hein, ton lien sur leur site, là. Il a disparu. Ça marche plus. Ils feront peut-être d'autres recrutements l'année prochaine de cette manière-là, parce que ça a été une belle expérience pour tout le monde. Mais ouais, c'était une question de timing, les gars. Non, mais pour le coup, la loterie, juste qu'on remette un peu les choses dans le contexte, il y a 300 participants. Tu nous disais 5000 personnes qui participent. Enfin, qui apply, qui envoient leur candidature. Ça fait que tu as 6% de chance d'être prise. Donc en fait, ça veut dire que grosso modo, si tu postules tous les ans, au bout de 18 ans, à peu près, tu devrais être pris, quoi. Ouais, bon, si tu considères que c'est toujours les mêmes si tu considères que c'est toujours les mêmes qui candidatent et puis qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est pris, il est retiré de la pile. Mais non, c'est pas ça. C'est en termes de probabilité, tu as une chance tous les 18 ans d'être pris, quoi. Oui. Mais si... Non, laisse tomber, t'es pas bon en maths. Mais donc, c'est du coup hyper peu, quoi. Mais c'est vrai que c'est la stratégie de beaucoup de gens aussi. Après, il y a 5000 personnes qui candidatent, mais aussi... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui candidatent tous les ans, juste ils se disent au cas où, si je suis pris, tant mieux, mais sinon, je ferai autre chose, quoi. C'est ça. Bon, du coup, t'es prise dans la team, donc t'es ambassadrice pour cette marque. Comment se passe la préparation? Et puis après, il va falloir qu'on passe à la phase, justement, raconte-nous la course, mais déjà la préparation. Là, je réalise et je me dis, désolée, je vais être vulgaire, mais je me dis, je suis dans la merde. Parce que man, c'est pas rien. On est au mois de janvier et là, je me dis, mais ouais. Alors, rappelle-nous déjà quand a lieu la course et combien de temps il te reste. Alors, du coup, ouais, on est au mois de janvier. La course, c'était le 6 août. Ouais, donc un semestre. Et je me dis, mais j'arrive même pas à courir quand ça grimpe un peu.
Le vélo, oui, ok, je me débrouille pas mal. Mais là, il y a quand même 5 cols à gravir avec des conditions météo absolument pourries. Mais là, je me rends compte du monument auquel je vais me confronter. Donc, on structure tout de suite les choses avec mon coach. Je me remets rapidement à la natation, mais juste pour faire de la technique et sortir fraîche de l'eau. Et j'entame les douches froides direct, en fait. Matin et soir, des douches froides, parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités ici, hormis la mer au Havre. J'ai pu aller nager en mer, mais du coup, au mois d'avril, elle était à 9 degrés. Avant ça, c'était pas très intéressant de me faire plus de mal que ça. Mais voilà, et je passe du coup beaucoup de temps en Corse. Je suis allée 3 fois en Corse sur le semestre pour aller faire de la rando, faire du trail et grimper à vélo, à pied, tout ce que je pouvais. Et en Corse avec le froid. Non, je blague. Juste pour rappeler, du coup, le Norseman, il me semble que c'est 12 degrés la température de l'eau, tu confirmes? C'est ça. Ok. Ça dépend les années, mais là, en l'occurrence, c'était 12, ouais. Et pour le coup, 12 degrés, c'est froid. Moi, j'ai l'habitude de m'entraîner un moment dans le Pacifique. L'eau était à 12 degrés et si je faisais 1 heure dans l'eau, c'était rude, quoi. Donc je comprends. Donc, parce que forcément, c'est un fjord, donc il y a des courants. Donc 12, c'est vraiment au milieu quand tout va bien. Ouais. Ça descend un peu, il y a des vagues, l'eau est salée. C'est très particulier. Vraiment, mais bon, c'est la Norvège. Ok. Ouais, magnifique comme cadre. Oui, parce que du coup, on n'a pas défini ce que c'est que le Norseman. Alors, je pense que dans notre audience, il y a peu de personnes qui ne savent pas ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le Norseman, en dehors du fait qu'on aura compris, ça se nage dans une eau froide? Alors, c'est le triathlon le plus difficile au monde, ou l'un des plus difficiles au monde, ça dépend sur quoi on se base, mais surtout par les conditions climatiques qui sont extrêmes. Donc, format Ironman, 3800 mètres de natation, 180 de vélo et 42 à pied, un marathon. Les spécificités de cette course, c'est qu'on est sur un triathlon extrême, donc on est en autonomie. Il n'y a pas de ravitaillement. C'est-à-dire qu'il faut avoir sa propre logistique, donc une voiture suiveuse du début à la fin. T1 et T2 sont à des endroits totalement différents. Parce qu'en fait, on traverse la Norvège d'ouest en est. Donc tout ça, ça vient vraiment dans la course. Le fait de pas avoir, devoir gérer ses propres ravitaillements, son propre matériel, voilà. Le fait d'avoir droit à une équipe, c'est quand même extraordinaire parce que du coup, on vit pas ça seul. Mais par contre, il faut être très organisé. Au niveau du vélo, donc 180 km avec 5 cols à gravir, donc 3200 de dénivelé positif. Avec, donc là, en l'occurrence, cette année, on avait les conditions climatiques les plus extrêmes du Norseman en termes de température. Pas en termes de vent, parce qu'il y a déjà eu des années beaucoup plus venteuses, mais là, en haut du premier col, donc le Diranut, on était à entre 1 et 2 degrés, ressenti -4. Il pleuvait, il y avait du vent quand même, 9 mètres secondes si je dis pas de bêtises, et en haut, il y avait de la neige en fait autour de nous. Donc voilà, rien que ça illustre bien la chose. Et ensuite, sur le marathon, donc qui se passe en 2 temps, parce que en haut de la première ascension, qui est Zombie Hill, où on a déjà cumulé 900 mètres de dénivelé sur 32 km, et bien là, il y a un cut-off. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt pour les 160 premiers. Ils ont droit d'accéder au sommet du Gostatoppen, donc le deuxième plus haut sommet de Norvège, et donc de cumuler à nouveau 900 mètres de dénivelé sur les 10 km restants. Et les autres, à compter du 161e concurrent, terminent au niveau de la station de ski en faisant donc les 10 derniers kilomètres, en faisant des tours de la station. Donc voilà la spécificité du Norseman, sachant que quand on prend le départ là cette année du marathon, il fait 20 degrés, alors que le matin, on était entouré de neige. Donc c'est très particulier pour le corps. Alors, dis-moi, quand tu pars sur la partie vélo, tu pars dans quelles conditions? Parce que moi, je me rappelle, c'était les France de longue distance de Belfort en 2009. C'était l'année où on avait une canicule en avril-mai pendant
toute la prépa, je courais, il faisait 40 degrés. J'arrive à Belfort, il fait 9 degrés au moment où tu sors de l'eau. Et donc, tu n'as clairement pas envie d'enlever le néo et te mettre en trifonction. Comment ça se passe sur le Norseman? Tu sors de l'eau, est-ce que tu gardes le néo pour faire le vélo ou tu essayes juste de mettre des vêtements chauds pour le vélo? Bah, ça donne envie de garder la combi, mais non. Donc là, il fait 8 degrés quand on est au parc à vélo. On vient de nager, donc moi, je nage pas très bien, donc j'ai nagé plus d'1h20. Donc la température corporelle a largement le temps de descendre. Et quand on nage en plus à l'économie, on crame pas trop d'énergie, donc compliqué. Donc oui, l'avantage que j'ai, c'est que mon équipe support, qui est composée de 2 Norvégiens et de ma maman, ils m'aident tout de suite à me déshabiller parce que j'ai trop de tremblements. Je suis déjà en phase d'hypothermie avancée et je sens plus mes doigts, je sens plus mes pieds, j'arrive pas à me changer moi-même, je peux rien faire. Donc j'essaie de donner des coups de main comme je peux, mais j'ai l'impression d'être vraiment complètement déficiente parce que je peux rien faire. Donc je fais le choix de garder la trifonction en dessous, très mauvais choix. Contrairement aux compétitions en France où dans un parc à vélo on n'a pas le droit de se déshabiller totalement, là on a le droit. Et j'aurais dû, en fait, plutôt que d'être pudique et de garder ma trifonction en me disant c'est pas grave, c'est pas gênant, on évite de garder des vêtements mouillés, on enlève tout, on se sèche et on met du vêtement chaud. Parce que là, je l'ai payé du coup en haut du premier col, j'avais encore la trifonction trempée en dessous, malgré le collant long d'hiver, les 2 t-shirts, la veste d'hiver et les gants d'hiver, plus les mitaines encore au-dessus. Bref, ça n'a pas suffi. Ouais, mais ça, c'est le pire. C'est d'ailleurs le grand danger quand on fait de la rando sur le cercle polaire ou dans une température hyper très négative, quand tu as, je sais pas, du -20, -30, -40 degrés. Si tu transpires ne fût-ce qu'un tout petit peu, en fait, ça peut être mortel parce que du coup, ça devient mouillé, mais si c'est mouillé, ça gèle et donc en fait, c'est encore pire, quoi. C'est ça. Et du coup, comment tu réagis une fois que tu es en haut de ce col? Parce que comme tu as ton assistance, j'imagine que tu as l'opportunité encore à nouveau de te changer et de te mettre au sec, ou est-ce que tu prends d'autres décisions? Forcément, je suis 132e en haut du premier col. Donc le classement, on rappelle, c'est hommes, femmes confondus et professionnels, amateurs confondus. Ce qui est très bien, c'est très éthique, mais par contre... si on veut aller chercher le t-shirt noir, si on veut aller en haut du Gostat Open, il ne faut pas traîner. Donc là, il me reste moins de 30 places. Et à vélo, je remonte tout le monde. Je me dis, c'est bien la preuve que le vélo, c'est mon truc, donc c'est cool. Mais sauf que là, la descente arrive. Et la descente, c'est là où on a le plus froid. Et là, en fait, on n'a plus rien à me mettre sur le dos. Et donc, j'entame la descente. Et là, c'est une descente aux enfers, c'est le cas de le dire. On est obligé de m'arrêter. Donc, je reste encore arrêtée un quart d'heure. Et là, les gens passent et ça ne va pas le faire. Donc... je prends la décision de faire mon Norseman et de ne plus me soucier du black ou du white t-shirt, de me dire cette année, on réalise en fait là à ce moment-là que ce sont des conditions extrêmes et que pour moi le but ça va être d'aller au bout. Donc on laisse de côté l'aspect compétitif. Je me rends compte que je suis en canne, je suis en jambes, j'ai rien à prouver à personne, c'est bon, c'est ok. Mais du coup, on me déshabille à nouveau. Cette fois, on m'enlève tout. Et là, les Norvégiens me trouvent un pantalon de ski, des moules de ski, un autre t-shirt qui est 10 fois trop grand pour moi parce que je mesure même pas 1m60. Donc, du coup, les mecs me chopent des trucs. Les Norvégiens skient les 3/4 de l'année, donc ils ont toujours des trucs dans les bagnoles. On me sort ça et là, vas-y, c'est parti pour faire une descente avec des gants de ski. Donc, il y a les photos, c'est assez drôle. Mais ouais, ça a été assez épique. Ouais, t'as fait ça pour la descente et puis tu t'es rechangé et t'as fait ça à chaque fois sur chacun des cols, c'est ça? Parce qu'il faisait tellement froid, même en grimpant. T'as gardé le pantalon de ski? Ouais, jusqu'au kilomètre 180. Okay. Ouais. J'ai enlevé vraiment la sous-couche, la veste, la grosse veste encore au-dessus. J'ai enlevé vraiment au kilomètre 140, je crois. Ouais. Alors juste pour précision, tout à l'heure tu parlais du white t-shirt et du black t-shirt, ça fait partie du jeu du Norseman, c'est-à-dire que tu nous expliquais que les 160 premiers qui arrivent au checkpoint après 32 km de la course à pied ont le droit d'aller en haut du sommet du Gestaat Open et c'est là qu'ils peuvent avoir le t-shirt noir, le fameux black shirt, et ceux qui restent au niveau de la station de ski, eux ils ont juste le droit, entre guillemets, le droit au t-shirt blanc, et donc c'était à ça que tu faisais allusion tout à l'heure. Donc
Donc du coup, tu finis ton vélo, toujours emmitouflé comme une skieuse qui a volé les affaires à son père. et qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment t'enchaînes sur la partie course à pied? Bah, ce qui est fou, c'est qu'en fait, j'avais beaucoup de douleurs sur le vélo, mais dues aux tensions à cause du froid. J'essayais de faire des exercices de respiration, de me calmer, mais j'étais tellement tendue sur le vélo, les mains, les épaules, la nuque, j'avais vraiment mal partout. Quand je démarre la course à pied, quand j'arrive à T2, c'est incroyable parce que j'ai vraiment plus mal. Et ce qui est fou, c'est comme je n'ai pas forcé, je crois qu'au niveau pulse, je devais être à 115, 120, donc vraiment tranquille. Et ben en fait, je démarre le marathon, je suis fraîche comme un gardon. Et ben, je m'éclate. Et en fait, je commence à courir. Et je cours même un peu plus vite que ce qui était prévu. Donc, je comprends pas trop ce qui se passe. Et je me dis, bon, on va calmer le jeu parce que c'est peut-être signe d'une hypothermie. On sait pas, je me connais pas encore super bien. J'ai eu qu'un Ironman avant. Et je me dis, bon, il va falloir être raisonnable. Donc, en fait, on part sur quelque chose de sympa avec mon équipe. On se dit, on va cadrer les choses et on part sur 5 minutes de course, 2 minutes de marche. Et ravitaillement en marchant à chaque fois. Le but, c'est de se nourrir, de faire une belle course en gestion. Et ça a été extraordinaire parce que je me suis éclatée. J'ai souri du début à la fin. Et l'ascension donc, de Zombie Hill, donc c'est une partie qui fait 7 km sur le bitume pour arriver juste avant le cut-off, en fait. Juste avant là où on nous arrête pour aller au sommet du Gossat Open ou à la station. Et bien, l'ascension, je fais tout en marchant, mais avec un grand sourire et je remonte 3 personnes. J'arrive malheureusement 181e, ouais, c'est ça, au cut-off. Bon, une vingtaine de places. Tant pis. Mais je m'éclate, je continue et je continue à suivre mon rythme, 5 minutes de course, 2 minutes de marche. Et sur la station de ski, je fais quasiment tout en courant. Voilà. Donc, je termine un marathon en étant fraîche et je passe la ligne d'arrivée du Norseman en étant encore fraîche. Et je me dis, c'est là qu'on a tout gagné, c'est faire un peu moins de 16 heures de course, 15h45, mais d'être bien. Et le lendemain, j'avais à peine des courbatures. Le surlendemain, j'étais déjà en train de courir. Donc voilà, pour moi, c'était ça la réelle réussite. Excellent. Et ça dure combien de temps Ça a dû jouer. Et ça dure combien de temps la course du coup pour toi 15 heures de course. Ouais. Donc en étant cool et sans forcer, moi j'étais contente de ce truc. Ouais. Et niveau nutrition, tu as géré ça comment? Parce que c'est vrai qu'un Ironman classique entre guillemets pour les plus rapides et qui font ça en moins de 10 heures ou moins de 12 heures, tu peux faire ça avec quelques barres et quelques gels et ça passe. Sur 15 heures et surtout avec le froid aussi, je me dis c'est peut-être un peu long. Tu gères ça comment? Et puis surtout que je pense qu'il y a l'aspect alimentation que je voulais aborder aussi avec toi, mais vas-y, du coup, ça fait une belle transition. Du coup, je vais pouvoir donner des tips pour pas mal de triathlètes que ça intéresse, parce que la nutrition, c'est vraiment mon truc. Alors, en termes de consommation, ça a fait 8 pochons de purée de patates douces, faites maison. Patates douces françaises emmenées dans les valises en Norvège. Attends, des pochons de patates douces, faut que tu nous expliques un petit peu comment ça, tu fais ça comment? En fait, c'est les pochons pour les enfants, les pochons pour mettre des compotes ou des purées que les papas ou les mamans peuvent laver. Les pochons lavables pour les gamins avec des petites têtes de lion ou d'éléphant dessus. C'est génial. Parce que du coup, on peut consommer ça à l'issue de la natation ou pour ceux qui font de la natation, des longues épreuves sur les ravitaillements, ça marche bien. À vélo ou à pied. Et on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc, moi, j'ai travaillé là-dessus avec mon coach de course à pied qui coach notamment des ultra-trailers. Et je lui ai dit, mais je cherche vraiment le truc avec l'indice glycémique le plus stable. Parce que prendre du coca, prendre un gel, ça fonctionne toujours très bien. Il n'y a pas de souci. Sauf que ça monte en pic et quand ça redescend, on a intérêt derrière d'assurer parce que psychologiquement, c'est violent. Physiquement, c'est violent. Donc, je pense que pour les athlètes professionnels, ils sont très bien cadrés, ils savent à quel timing exact prendre le gel. Mais pour nous qui ne nous connaissons pas extrêmement bien en tant que triathlète amateur, surtout moi qui n'ai que 4 saisons dans les pattes, je cherchais vraiment le produit alimentaire qui me convienne. Et au niveau index glycémique stable, j'ai trouvé la patate douce. C'est devenu ma meilleure amie. Et donc, du coup, j'ai mangé 8 pochons de purée de patates douces avec un peu de curcuma, anti-inflammatoire naturel, un peu de poivre juste pour le goût et j'ai mis un peu de
de yaourt à la crème d'amande. Bref. Donc, je suis végétalienne, végane. Du coup, on va dire que c'est pour ça que j'utilise ce type de produit. Un truc qui risque de vous faire rire, que j'ai testé sur une course avant le Norseman, j'ai mangé donc des sandwichs, énormément de sandwichs, 10 sandwichs, je crois, de houmous et de guacamole. Voilà. Pareil, c'est assez... On se fait plaisir. Ah bah ça c'est clair, je suis pas là pour souffrir. Non mais ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, donc gros shot de sucre, et puis après forcément ça nous retombe dessus. Donc effectivement, en général, quand on commence avec des sucres rapides, il faut continuer, sinon on a ce risque-là. Et il faut être capable de le continuer sur toute la course, donc c'est pas forcément évident. Les petits pochons, moi j'ai exactement les mêmes. Moi, c'est pas des petits lions, c'est des petits pandas, mais j'ai les mêmes. C'est très pratique parce que c'est réutilisable aussi, donc c'est pas plein de déchets, etc. Donc c'est cool, ça va dans le lave-vaisselle. Mais moi, je les utilise pour de la compote. Donc je fais mes petites compotes, pommes, poires, bananes, et je mets ça là-dedans. Mais la patate douce, ça j'avais pas testé. Patate douce yaourt, voilà, je checkerai ça. Ça m'intrigue. Il faut que je teste. Voilà. Donc ça a été assez simple. Hein. Du coup, j'ai tourné avec ça. Ça fait déjà pas mal parce que ma mère, du coup, me coupait les sandwichs en tout petits morceaux, me le mettait dans une espèce de petit plastique et hop, ça partait sur la pochette sur le vélo et je consommais. Donc, imaginez juste avec les gants de ski, la mâchoire gelée par l'hypothermie en train d'essayer de... Mais bon. Et ouais, parce que après voilà, c'est parce que tu avais l'assistance évidemment. C'est vrai que ton sandwich hummus guacamole là, à mon avis, c'est plus compliqué sur format Ironman quoi. Je pense que sur Ironman ça passe bien, mais sur un Ironman où il fait pas trop chaud quoi, parce que le guacamole ça peut encore tenir, mais le hummus ça tient pas la chaleur. Hein. Puis surtout, même si tu le mets dans les special needs, si ça passe 5-6 heures sur la table, c'est peut-être pas l'idéal. C'est ça. Non, et puis je pense que t'as pas le même. Enfin, c'est pas la même. T'as pas ce besoin-là non plus, je pense. Enfin, j'ai l'impression. Après, ça dépend peut-être d'une personne à l'autre, mais j'ai l'impression que sur Ironman, tu parviens à tenir quand même. Moi, ce que je fais pas mal, c'est les pains de figues. Et ça, en niveau calorique, c'est vachement bien. Et ça passe bien. C'est des figues avec des amandes un peu compactées. Enfin, bref. Ok. Et il y avait d'autres trucs en plus niveau nutrition ? Vas-y, raconte. Avoir une bonne récup derrière. Hein. Honnêtement, je pense que l'alimentation, ça sert pour la course, mais ça sert surtout pour l'après. Et moi, je vois toujours long terme. C'est bien de faire un Ironman, d'être qualifié pour, je ne sais pas, pour Kona ou pour les championnats du monde de 70.3. Franchement, c'est bravo. Hein. Mais si après, on est en vrac et qu'il faut 3-4 mois pour s'en remettre ou qu'on blesse, je sais pas. C'est ma vision des choses, elle est très personnelle. Moi, mon but, c'est de pouvoir courir... avec mes enfants, mes petits-enfants, si j'ai la chance d'en avoir un jour, ou du moins de pouvoir courir très, très longtemps. Et du coup, l'alimentation, c'est vraiment le truc sur lequel je fais très attention, notamment l'hydratation. Je sais pas, mais ouais, ça doit faire 12... sur le Norseman, je dois être à 12 bidons, je pense. Ouais. De boissons. Donc, j'évite les trucs chimiques. Donc, moi, en fait, ça tourne à la Saint-Yor. Voilà, c'est une marque, mais bon, on va dire une eau assez riche en minéraux, Saint-Yor, et je coupe avec du jus de raisin. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'est la version hippie low cost du triathlète, parce que moi, mettre des 1000 et des 100 dans des produits, je sais pas d'où ça vient, ça m'intéresse pas trop. Payer des marques, franchement, ça m'intéresse pas non plus. Donc ouais, c'est un nutritionniste belge qui m'avait conseillé de faire ça, et honnêtement, ça va bien. Qui t'avait conseillé le jus de raisin ? Comment ? Qui t'avait conseillé le jus de raisin ? Jus de raisin Saint-Yor, ouais. Okay. 3 quarts et un quart de jus de raisin, 3 quarts de gazeuse. Je pense qu'il y a un débat là-dessus parce que il me semble que le jus de raisin c'est très chargé en antioxydants et que justement les antioxydants en fait il faut éviter pendant l'effort. Mais bon, voilà. Faut voir ce qui nous convient surtout. C'est vrai que tout est toujours discutable. Après, on peut couper peut-être avec d'autres jus, avec d'autres produits sucrés pour mélanger. Moi, je prends aussi des électrolytes. Je varie en fait sur le vélo. Je mets 2 bidons différents. Un Saint-Yor jus de raisin et puis l'autre
de l'eau avec des pastilles d'électrolytes. Je mets un petit peu de sirop. Voilà, des trucs qui restent à peu près naturels, à peu près. Moi, j'ai la version ceinture et jus de pomme, plus que jus de raisin. Et 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Bon, écoute, on est dans le mode triathlète low cost, si tu veux, mais je sais pas si c'est low cost. Non, mais c'est pas forcément low cost. C'est aussi juste naturel. Maison, tu vois, naturel. Ouais, c'est clair. Et ça a du sens. Hein. Et toi, tu disais, t'es vegan. Ça fait depuis toujours ou depuis que tu t'es mis au sport? Alors, végétarienne depuis l'enfance, depuis l'âge de 3 ans. J'ai eu une chance immense d'avoir des parents compréhensifs. Quand j'ai exprimé, comme beaucoup d'enfants, j'ai exprimé le fait de ne pas vouloir manger les animaux, mais ils m'ont écouté. Ils m'ont dit ok, tu veux pas manger d'animaux, on va faire en sorte que tu n'en manges pas. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que souvent les parents forcent. Enfin, la plupart des parents forcent en disant. Mais est-ce que c'est parce que c'était par compassion pour les animaux ou est-ce que c'est parce que tu n'aimais pas la viande? Non, vraiment par amour des animaux étant petite. Okay. Végétarienne et végane. Maintenant, ça fait 7 ans. Parce que ma meilleure amie qui était végétarienne vivait à Londres, elle est devenue végane. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai appris ça, je pense que comme toute bonne idée, on commence par la démentir. Je lui ai dit, mais t'es complètement folle, on galère déjà assez à être végétarienne en France. Il y a 7 ans, c'était encore un petit peu compliqué. Toute ma vie, ça a été compliqué. Là, maintenant, depuis que c'est devenu une mode, je surfe là-dessus parce que je trouve plein de trucs super fun. Mais il y a une paire d'années, c'était encore difficile. Donc d'abord, ma meilleure amie, je lui ai dit, mais attends, elle devient végane, pourquoi tu fais ça? Et finalement, voilà, au fil des lectures, des rencontres, des conférences, j'ai commencé à me rendre compte que si je voulais aller au bout de ma démarche, le véganisme, c'était pas mal. Donc je suis végane à la maison, à 100%. Et à l'extérieur, parfois, je mange végétarien. Pourquoi? Parce que socialement, c'est quand même plus simple. Parfois, au restaurant, d'avoir un plat où on a peut-être un peu de crème ou un peu de fromage. J'évite de faire suer le monde avec mon régime alimentaire parce que je pense que c'est en amenant les choses de manière apaisée qu'on arrive à diffuser des meilleures idées et l'envie de changer. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y a effectivement les végétariens ou véganes qui le sont par choix, par prise de conscience, mais à l'âge adulte. Parce qu'ils se forgent un peu leur propre opinion une fois qu'ils sont grands. Et puis il y a les végétariens d'enfance entre guillemets. Moi c'était le cas aussi, pareil, quand j'étais enfant j'aimais pas forcément l'idée de tuer des animaux, mais c'était surtout que ça me répugnait un peu, tu vois, de me dire je vois une carcasse en fait d'un animal, je voyais un poulet, pour moi c'était une poule morte, tu vois. Tu l'avais enlevé les plumes et tu l'avais enlevé la tête, mais c'était une poule morte. Je me disais en fait je vais manger un truc mort. Enfin, ça me répugnait un peu. Et j'ai même de goût, je trouvais ça bizarre et tout. Et puis depuis j'ai fait un peu le chemin inverse. Je suis devenu un peu plus flexible et j'ai commencé à manger de la viande, mais même si je suis pas je suis pas bouché quand même. mais tu vois, je sais pas si c'est de la finance à boucher. non du tout. Mais bon, après c'est vrai que j'ai jamais été un grand mangeur de viande non plus, et c'est une question aussi que je me suis beaucoup posée. Est-ce que finalement le fait d'être végétarien, d'être vegan, est-ce que ça a un impact sur ta performance sportive? On en parlait encore avec Hermano et Isabelle Morin, qui est nutritionniste à la Clinique du Coureur, il n'y a pas longtemps sur un épisode du podcast. Et voilà, elle disait qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques à ce niveau-là. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'athlètes aussi qui promeuvent justement le véganisme. Donc bon, voilà, je crois qu'encore une fois, il y a un débat là-dessus. Mais après, je pense que le gros avantage de ne pas manger de viande et de produits animaux, c'est qu'effectivement, tu te sens quand même un peu plus léger. Et t'as c'est beaucoup de toxines aussi, finalement, la viande. Hein. Donc souvent, tu arrêtes de manger de la viande, tu as moins des petits boutons, des petits trucs. Enfin, tu vois, tu sens que tu as moins de toxines. Et encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Tu peux aussi, comme tu dis, tu vois, être un peu plus flexible dans les occasions parce que tu socialises. Ça t'empêche pas voilà. En fait, si tu manges 80% du temps ou 80% moins de viande que la moyenne des gens, en fait, t'es pas complètement vegan ou végétarien, mais c'est déjà énorme, quoi. Oui. Je pense que tant qu'on essaye de manger de la qualité, parce que c'est ça aussi, il y a viande et viande. Les gens qui aiment manger de la viande, comme on voit chez nous en Normandie, de la viande locale, des éleveurs locaux,
éthiquement, il y a quand même une démarche qui est totalement différente que celle du fast-food. Donc, quand je dis que je suis très ouverte d'esprit, c'est que moi, ça me dérange pas du tout les gens qui consomment ce genre de viande. Même si moi, ça m'intéresse pas parce que j'ai cette démarche un peu de l'amour de l'animal. Je me sens pas capable de le manger. Ça me dérange pas d'être à table avec des gens qui se régalent parce qu'ils mangent quelque chose de très bonne qualité. Ou en plus, les animaux ont quand même été assez bien traités durant au moins leur vie. Voilà, il y a toujours on peut toujours tempérer tout ça. Après, en effet, au niveau sportif, je pense que il y a pas mal de choses. Tout ce qui est acide, forcément, ça a un impact sur la performance sportive. Donc, quelqu'un qui n'est pas végétarien, mais qui mange très peu acide, qui va manger énormément de fruits et légumes, ou peut-être que pour lui, ça va mieux se passer que pour un végétarien qui mange 2 kilos de tomates par jour et qui, du coup, est rempli d'acidité. Enfin, je sais pas, je prends des exemples extrêmes. Je pense que ça dépend. Ça dépend aussi du métabolisme de chacun, donc il n'y a pas de règle. Tant qu'on se sent bien et qu'on essaye au moins de varier son alimentation, c'est déjà pas mal. Ouais, bon, en tout cas, moi, c'est un régime qui me parle bien. Les sandwichs au mousse avocat, là, je trouve ça. ça me parle. Ouais, ça me donne des idées pour ma traversée de la France. Je pense que je vais demander à mon coach aussi de me faire des sandwichs comme ça parce que c'est souvent ce que j'ai envie de manger, moi. Vas-y, Olivier, tu voulais Et poser du coup, une tu as question. un nutritionniste qui te suit pour ça? Ou bien c'est toi qui te renseignes un peu, t'es curieuse et tu fais ça toute seule? J'ai été suivie les 2 premières saisons par Pierre Garin, qui est un nutritionniste belge, qui est également naturopathe et phytothérapeute, qui fait du triathlon. Et il m'a appris vraiment toutes les bases sur lesquelles je me repose aujourd'hui. J'étais en plan alimentaire pendant un peu plus de 6 mois. Le seul souci du plan alimentaire, c'est que c'est quand même très contraignant socialement. Par contre, ça fonctionne. Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles un plan alimentaire, en fait? Est-ce que c'est comme un plan d'entraînement où tu te dis aujourd'hui je dois manger ça le matin, le midi, le soir? C'est ça. Ok. C'est que je savais je pouvais te dire ce que je vais manger dans 2 mois, tel jour. Ok. Parce que il y a des approches différentes, mais enfin, moi j'ai été accompagné par Valentin Lacroix, par exemple, qu'on a reçu sur le podcast et qui a coécrit le livre aussi Devenir triathlète. Lui, il me mettait aussi un plan alimentaire, mais c'était pas à ce point-là. Enfin, je veux dire, c'était le matin. En gros, t'évites tout ce qui est glucides, à moins que tu aies un entraînement le matin à jeun et que du coup, là, tu peux prendre des glucides juste après, mais sinon, t'évitais en gros. Essaye systématiquement sur le coup de 10-11 heures d'avoir un petit encas, des fruits secs, etc. Salade poisson le soir, mais t'évites quand même la viande le soir parce que pour la digestion c'est pas bon. Enfin, tu vois, c'était plus des grandes guidelines entre guillemets. Et te dire si tu as un gros entraînement, essaye de doubler la portion de protéines et de glucides juste après pour la récupération. Mais c'était assez général. Après, j'avais une liberté encore de me dire en fait je peux composer un petit peu et je pouvais être un peu créatif aussi dans les recettes. Donc je pense que c'est des approches aussi un peu différentes, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal et c'est moins contraignant. Après, moi, j'ai vraiment poussé la démarche. J'ai voulu vraiment tout faire à fond les 2 premières saisons. Et ça a été aussi dans cette nécessité d'être accompagnée de manière très précise. Je pense que ça m'a permis de me développer rapidement au niveau sportif. Par contre, après avoir touché les extrêmes dans toute cette démarche, j'ai voulu rééquilibrer et être un peu plus naturelle. Donc là, aujourd'hui, je me débrouille. Je continue à lire énormément sur tout ce qui est nutrition, alimentation au sens large, surtout par rapport au véganisme, pour essayer de trouver des produits, des combinaisons d'aliments divers et variés. Je mange cru assez souvent, au maximum possible, on va dire. J'ai travaillé un peu sur des phases de jeûne aussi. Enfin, voilà, j'essaye d'expérimenter des choses. En pleine saison, j'évite. Mais l'hiver, je m'amuse à faire certains tests. Et je pense qu'on a toujours à apprendre sur la nutrition. Ouais. Bon, écoute, c'est intéressant. Là aussi, il faudra qu'on en parle. Moi, j'ai un challenge à la maison, c'est que avec maintenant plus que 2 enfants qui sont avec moi, mais sinon on en a 4. Chacun a ses allergies. Mon épouse a ses allergies. Moi, je suis végane depuis 2 ans et demi, donc c'est un petit peu compliqué de préparer les assiettes. Mais par rapport justement à ton accompagnement et à ton suivi d'entraînement et à ton alimentation, comment est-ce que tu gères les apports au quotidien? Là, tu nous as dit que les 2 premières saisons, tu étais accompagné avec un plan alimentaire. Est-ce qu'il allait de pair avec
tes entraînements et comment tu suis en fait ta consommation calorique. Alors consommation dans le sens ce que tu ingères, mais aussi consommation dans le sens ce que tu crames en termes de calories au jour le jour. Est-ce que tu tiens un journal alimentaire? Est-ce que tu calcules toutes les calories que tu brûles avec tes entraînements et avec ton quotidien? Comment ça marche? Alors, les 2 premières années, c'était exactement ça. J'avais ce suivi que j'envoyais du coup au nutritionniste. Et en fonction des entraînements prévus, on régulait de semaine en semaine, en fonction des compétitions qui venaient, etc. Je devais me peser aussi fréquemment. On prenait également les plis de peau pour voir en termes de masse grasse où j'en étais. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai saturé. J'ai dit non, mais là, c'est très contraignant et je n'ai plus envie. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai balancé ma balance, c'est le cas de le dire. J'ai plus de balance chez moi. J'arrête de psychoter avec ça parce qu'on peut vite tomber dans des travers qui sont dangereux, je pense, pour la santé. Du coup, je mange entre guillemets ce que je veux, mais c'est pas non plus la fête. Enfin voilà, là par exemple le repas de ce soir. Le soir, je mange énormément de salades, de purées, de légumes crus. Voilà, là ce soir, j'ai mangé de la salade. De la mâche avec des betteraves et un peu de purée de potimarron. Voilà, rien de fou, mais j'essaye de manger énormément de fruits et légumes. Je pense, maintenant, c'est quasiment plus de 80% de mon alimentation. Pas mal de légumineuses. Et après, je pense qu'on fait tout un mythe sur les protéines et qu'il faut quand même relativiser un peu sur la consommation, surtout sur les sports d'endurance. Pour tout ce qui est puissance, développement de masse musculaire, je l'entends. Mais pour les sports d'endurance, je pense que juste avoir son quota minima par jour, ça suffit. Donc oui, évidemment, je consomme du tofu. Évidemment, je consomme ce type de produits. Mais des protéines, on en trouve un peu partout. Donc, une astuce, par exemple, le matin, je prends des yaourts au soja, je mets des graines de chia en plus dedans. Après les grosses courses ou les grosses séances d'entraînement, je fais un checker de protéines végétales, protéines de pois, protéines de riz, protéines de chanvre. J'essaye de manger bio, mais après, pareil, le bio, c'est toujours un débat. Est-ce que tout est vraiment bio? Est-ce que tout est vraiment bon? J'en sais rien. En tout cas, j'essaie de faire au moins du circuit court. En Normandie, j'ai de la chance d'avoir des super produits. Donc voilà, on va dire qu'aujourd'hui, clairement, j'ai arrêté de me prendre la tête parce que, mon Dieu, nous, les triathlètes, on adore cette complexité. On adore vraiment aller chercher au plus complexe. Et pourtant, juste revenir aux bases, à l'essentiel, manger beaucoup de fruits et légumes, mettre de la couleur dans son assiette, boire beaucoup d'eau, c'est déjà pas mal en fait. Ça fait le boulot. Tout à fait. Non, mais c'est clair, hein, bien sûr, ça sert à rien. C'est vrai qu'on peut avoir le côté un peu geek des triathlètes. Mais bon, après, parfois, t'as un Frédéric Van Lierde, champion du monde Ironman en 2013, qui te dit moi, avant la course, c'est une grosse assiette de riz avec du ketchup. Et il te casse le mythe, tu vois. Donc voilà, encore une fois, bon, c'est à chacun un petit peu à chacun de trouver un petit peu sa formule à soi. Mais à t'entendre, tu cuisines énormément en fait. Parce que ça, c'est aussi un truc, c'est que quand t'es vegan, tu dois cuisiner, quoi. Je veux dire, tu peux pas acheter ton filet de poulet sur la poêle. Enfin, tu vois, il faut que tu prépares ta mousse ton hummus, ton guacamole, ta purée de potimarron. Là, enfin, tu vois, je veux dire, tu la prépares, tu l'achètes pas toute faite. Ouais, c'est quand même une organisation. Forcément, j'essaie de préparer quelques jours avant, de congeler, voilà. Tu fais du batch cooking? Ouais. Quand on veut manger équilibré, il le faut. Après, parfois, j'achète des trucs déjà faits ou des trucs prêts. Un peu comme tout le monde, parfois, quand on est pris dans le jeu, on se fait avoir, mais je me fais pas avoir trop souvent parce que c'est sûr que... Ouais, c'est ça, parce que t'as vegan et vegan, quoi. Je veux dire, celui qui mange des frites et des chips tous les jours, on peut dire qu'il est vegan, sauf qu'au niveau équilibre alimentaire, il faudra peut-être mieux qu'il rajoute une tranche de viande pour le coup. C'est ça. Et il y en a qui arrivent à être en très bonne santé, à avoir des excellentes prises de sang en mangeant que des pâtes et des frites. Tant mieux pour eux. Après, je pense que c'est à long terme qu'on le paye un peu plus. Et encore, il y a toujours des gens qui restent des exceptions. Je connais des gens, moi j'ai des super potes dans le nord de la France. Je vais pas les citer parce que ça va les faire rire, mais des triathlètes, dont un qui s'est qualifié pour les championnats du monde. Et il a une hygiène de vie mais absolument déplorable. Il boit une bière tous les soirs et ça l'empêche pas d'être
parmi les meilleurs de sa catégorie. Donc, tout est à relativiser. On n'a pas tous la même génétique, mais je pense qu'en tout cas, s'il faut retenir une chose de ça, c'est qu'il faut vraiment pas trop se prendre la tête et surtout que ça génère pas de stress. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu le maître mot finalement de tout ce que tu nous dis, c'est de pas trop se prendre la tête. Enfin, toi, j'ai l'impression que tu commences par une phase, 1 an ou 2, où tu te prends bien la tête pour bien rentrer dans le truc, et puis après, une fois que t'es bien lancé sur les rails, tu y vas plutôt en mode tranquille. C'est ça. Bah, c'est un peu, ouais, mais c'est un peu ce qu'il faut faire. On en parlait avec Isabelle Morin là, dans l'épisode assez récemment. C'est les grammes de protéines que tu vas avoir dans un blanc de poulet ou dans un bol de lentilles, en fait, au début, c'est bien que tu mesures pour que tu aies un peu une idée, mais en fait, ça va devenir une habitude. Et en fait, au final, c'est pas que tu te prends plus la tête, c'est juste que tu y réfléchis plus. Enfin, ça devient un truc normal, ça devient un réflexe. Et donc, tu n'as plus besoin d'aller mesurer les grammes, etc. Parce que tu sais plus ou moins ce que tu as. Et en fait, tu t'acquiers des habitudes. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal comme méthode. Tu vois, c'est important au début, tu te donnes un bon gros coup. Et puis, ça devient une habitude, en fait. Une fois que c'est une habitude, c'est bon, quoi. C'est marrant parce que, en fait, finalement, à t'entendre, c'est assez aligné avec ce que Valentin Lacroix écrivait dans le chapitre de la nutrition dans le bouquin Devenir triathlète. Donc c'est pas plus mal parce on s'était pas concerté avant, tu vois. Peut-être que t'aurais pu nous dire des trucs qui avaient rien à voir, mais là pour le coup on est assez alignés. Tu parlais d'une assiette colorée, etc. Donc c'est des choses qui reviennent dans le bouquin aussi, donc voilà, c'est pas plus mal. Il y a toujours un petit risque quand on a des invités sur le podcast parce que on les connaît pas toujours. De temps en temps on les connaît, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois voilà, on sait pas forcément ce que les gens vont dire. Il y a toujours un petit côté un peu surprise sur le podcast. Donc voilà, c'est cool de savoir que on reste dans le vrai. Pour revenir un petit peu sur la partie triathlon justement, tu me disais que l'un de tes premiers objectifs, c'était l'Ironman. Tu as coché la case. Le deuxième objectif, c'était le Norseman. Tu as coché la case. Tout ça, ça t'emmène où? What's next? What's next? C'est quoi ton prochain objectif? Mon prochain objectif, c'est de durer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui rêvent au cours d'une vie de faire ce que j'ai fait en 4 ans. Donc, continuer à voyager. Mon premier Ironman, je l'ai fait pour une association au Congo pour les enfants. On a réussi à soulever des fonds, donc j'aimerais bien repartir un peu dans ce genre de démarche parce que au Norseman, ce qui était génial, c'est le fait d'avoir pu partager ça, le fait aujourd'hui par le biais des interviews, des podcasts, etc., pouvoir encore partager. Mais en fait, faire un sport individuel et au final rentrer toute seule avec ma médaille, ça m'intéresse pas du tout. Donc durer. Continuer à faire des marathons et des Ironman tant que j'aurai la santé, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Et poursuivre tout ça, là, j'ai de quoi être rassasiée parce que dans 10 jours, je suis sur l'Ironman d'Italie, donc ça devrait aller. Bon, finalement, tu as gardé ton slot pour cette année? Oui, c'est ça. Je l'ai décalé et j'ai réussi à le conserver. Donc j'y vais vraiment pour m'amuser. Alors, chaque fois, on dit ça, mais on se prend au jeu, mais en tout cas, profiter un petit peu des paysages italiens. C'est pas mal, ça rebondit pour le coup avec l'épisode de Marine Leleu qu'on a enregistré récemment aussi, où elle disait justement, j'avais fait l'enduroman à 26 ans et après, il y avait plus grand chose. Enfin, tu vois, je veux dire, j'avais plus vraiment le next step entre guillemets parce que une fois que t'as fait l'enduroman, c'est vrai que c'est difficile d'aller chercher un truc encore un peu plus balèze que ça. Donc elle disait, j'avais un côté un peu je l'ai fait trop tôt parce qu'en fait du coup je me suis dit merde, je vais faire quoi moi le reste de ma vie, tu vois. Il y a toujours d'autres trucs à trouver Ouais, si tu cherches bien je pense que tu trouveras toujours, mais bon, c'est vrai que tu commences par l'enduroman à 26 ans, à 45 tu vois, tu feras quoi? C'est ça. Pour nous Français, il te reste ça, quoi. Il te reste l'enduro, il te reste l'Ambraman et puis il t'en reste plein d'autres si tu veux t'éclater. On avait reçu sur le podcast aussi Yannick Matejisek qui est policier et donc qui doit un petit peu organiser sa vie sportive et sa vie professionnelle. Toi, tu nous l'as dit en début d'entrevue, t'es pompière d'ailleurs. Comment on dit maintenant en français? Pompière? Comme dit, moi je me prends vraiment pas la tête avec la sémantique. Moi je dis pompier parce que ça me va bien. Pompière, je serais pas fâchée non plus. Voilà.
Bon, voilà, t'es combattante du feu, mais pas que. Du coup, on imagine bien que c'est un métier, on en parlait en off, avec astreinte. Tu bosses parfois la nuit, tu bosses parfois le jour, tu bosses le week-end, etc. Comment est-ce que tu arrives à organiser un petit peu tes entraînements et ta vie perso par rapport à ta vie pro? Alors moi, j'ai une règle là-dessus, c'est que le boulot passe toujours avant tout le reste. Absolument tout le reste. C'est que j'ai choisi de servir mon pays. C'est pas pour derrière... me dire j'ai un entraînement, j'ai 40 minutes d'entraîneur à faire. Enfin, non, ça c'est hors de question. D'ailleurs, l'année dernière, parce que j'étais à l'école des officiers à Aix, j'ai dû me restreindre en termes de courses, et ce qui me semble tout à fait normal. Donc, en fait, quand on est officier, on n'a pas juste les gardes, on a aussi des astreintes et on a du temps au bureau. Donc, moi, je suis affectée en caserne, en centre de secours. Donc, j'ai cette partie-là, en plus des gardes et des astreintes. Donc, forcément, ça fait un volume pro assez conséquent. Malgré tout, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner sur mon temps de travail. Donc, parfois, de pouvoir aller faire un footing avec les gars. Donc, c'est déjà ça de prix. Et c'est extraordinaire d'avoir un boulot où on n'attend pas de moi des performances. On attend de moi que je sois physiquement apte. Et ça, c'est quand même fabuleux. Enfin, des fois, quand je m'entraîne avec mes collègues, je me dis, mais vous voyez, là, c'est extraordinaire ce qu'on fait. On se doit d'être en forme, on se doit d'être prêt physiquement. Et ça a ses avantages. Donc, du coup, mon organisation, c'est que parfois, il faut passer des séances très tôt le matin, souvent sur la pause déjeuner et en fin de journée, en plus des séances que je peux passer éventuellement avec les collègues. Donc, c'est une organisation qui est rigoureuse, par rapport aux gens qui vont être coachs sportifs, qui vont pouvoir moduler, être très flexibles. Moi, c'est pas possible. Et derrière, si on me dit, demain, il y a une cérémonie où il y a je ne sais pas quel autre événement, si j'avais prévu dans le plan d'entraînement de faire 5 heures de vélo, on s'assoit dessus et on réglera ça plus tard. Voilà. Tire à rouler le soir, quoi. C'est ça. Et j'imagine que c'est pareil si t'es d'astreinte et que t'es appelé, quoi. Et oui, comme là, actuellement, je suis d'astreinte, donc je peux partir à tout moment. Bon, ça tombe bien, on arrive tout doucement vers la fin du podcast, donc ça va. Mais c'est cool parce que c'est vrai que tu le présentes comme ça, ça donne envie. Moi, je me dis, j'ai aussi envie d'être pompier, en fait. On recrute. Mais c'est comment en fait d'ailleurs la vie de pompier, parce que on imagine souvent pompier, on se dit ils vont éteindre le feu, mais en réalité pompier c'est beaucoup plus large que ça. Il y a plein de choses. C'est quoi le quotidien d'un pompier? Alors le quotidien justement, c'est qu'aujourd'hui les normes incendie ont largement évolué au fur et à mesure des décennies et qu'on a de moins en moins de feux. Donc tant mieux pour les gens, tant mieux pour la population. Sauf que le métier a évolué, donc on a plus tendance à aller sur des accidents de la route, sur du secours à personne de manière générale, des accidents divers, mais également tout ce qui va susciter la mobilisation des spécialités chez les sapeurs-pompiers. On va être par contre sur des feux de parking parce qu'on a des grands feux commerciaux, donc on va avoir les équipes d'engagement longue durée qui vont être nécessaires. Tout ce qui va être en milieu périlleux également, c'est une spécialité à part. On va avoir des équipes de pompiers qui vont être habilitées à travailler sur corde. C'est pareil pour les plongeurs, les sauveteurs aquatiques. En fait, le métier est très large, très varié. Okay. Donc, il faut faire preuve d'adaptabilité. Moi, en tant que chef de groupe, je pars dès lors que plusieurs engins sont déjà engagés et je vais être un peu chef d'orchestre de l'intervention. Donc, ça peut être sur des thématiques très variées. Quand on est sur un incendie, on va dire que c'est plus classique. Mais parfois, sur un accident de la route, il faut penser au fait que la circulation soit coupée, qu'on peut avoir des risques de pollution si c'est un poids lourd qui transportait quelque chose de dangereux. Il y a tout cet aspect, en fait, stratégique à gérer. Ok. Donc, c'est passionnant. Ouais, ça a l'air. Tu vends bien le job en tout cas. Donc s'il y en a qui veulent, rejoindre, c'est quoi? C'est la caserne, c'est ça? Oui, c'est le beau métier du monde. Donc peu importe l'enfance, les pompiers recrutent. Donc ouais. Ok, ça marche. L'annonce est passée. Il y a peut-être quelques CV qui vont débarquer. Mais c'est vrai que c'est cool parce que t'es dans l'aide à la personne, etc. Et en termes de vie pro perso.
ça, c'est un peu plus compliqué, tu disais, parce que potentiellement, effectivement, tu peux être appelé à n'importe quel moment. C'est plus difficile de caser tes entraînements. C'est ça. Après, c'est toujours une question d'équilibre. Je pense que j'ai quand même réussi à faire de prépa pour le Norseman cette année, avec un volume plus restreint en termes de kilomètres, parce que je fais partie de ceux qui ont le moins borné. Mais pour la simple et bonne raison que j'ai énormément fait de home trainer, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Oui. C'est que d'astreinte ou même de garde, je peux embarquer mon home trainer à la caserne. Mais du coup, en termes de volume, si j'ai fait 2 heures de home trainer, c'est pas comme rouler 2 heures dehors sur le plat. Il y aura moins de kilomètres au compteur. Et cumulé sur une année, oui, en effet, on n'est pas... Oups, j'ai une petite perte de batterie, excusez-moi. Donc ouais, cumulé sur l'année, on n'a pas les mêmes chiffres. Mais cela n'empêche que le boulot est fait. Le but, c'est de rester régulier dans l'entraînement. Oui, et puis 2 heures de home trainer, c'est beaucoup plus efficace que 2 heures sur la route. Hein. Je veux dire, t'as pas de roue libre, tu pédales pendant 2 heures, quoi. Je suis vraiment fan du home trainer. Alors, psychologiquement, ça tabasse, mais par contre, ça fait le mental. Mais c'est le fait de pouvoir faire des séances spécifiques, de ne pas avoir trop de risques en termes de chute, etc. Je pense qu'il faut toujours continuer à rouler sur la route. On voit bien la pompier et comment on dit, gestionnaire de risque. Et puis, j'ai surtout eu un grave accident de vélo, donc ça m'a un peu calmé quand même. Mais je pense qu'il faut continuer à aller sur route pour faire du pilotage parce que c'est essentiel et avoir le poids du vélo parce que c'est pas pareil que sur le home-trainer. Mais cela n'empêche que franchement, la majeure partie de l'entraînement, on peut faire aisément sur home-trainer, ça se fait très bien. Ouais, il y en a beaucoup qui font ça, effectivement. C'est vrai que ceux qui sont dans la philosophie de s'entraîner court et efficace, tu passes par le home-trainer, ça c'est clair. Ça. Ok. Et tu t'entraînes combien de... Enfin, je veux dire, dans une partie de tes entraînements, ça font partie de ton boulot, quoi. Je veux dire, c'est ton job. Et t'as quoi ? T'as combien de missions, de sorties, d'interventions sur une journée, par exemple, en moyenne, ou une semaine, je sais pas. En chef de groupe, on a beaucoup moins d'interventions que les gars au quotidien parce qu'on sort vraiment dès lors qu'il y a déjà plusieurs engins dehors. Donc, sur une garde, on peut être entre 0, 1, voire jusqu'à 6 interventions, 6 départs. Donc, c'est très variable. En fait, ça dépend de la période de l'année. Ça dépend de ce que font les gens. Quand on est en phase Covid et que tout le monde est chez soi, c'est plus calme. Par contre, oui, quand on est au 14 juillet, au 31 décembre, là, ça sort un petit peu plus. Voilà. Ouais, bien sûr. Ok. Moi, je suis toujours impressionné, c'est par le niveau de conditions physiques que vous pouvez avoir. On en parlait en off. Je connais un de tes collègues, mais depuis des années, parce que je suis copain avec son frère, qui est devenu mon beau-frère, et donc ça fait 30 ans qu'on se connaît. On s'est vu il y a 15 jours. Il m'a dit, ça fait un mois que j'ai pas couru, et il m'a emmené sur 18 bornes avec une facilité époustouflante. Donc moi, je suis toujours impressionné du niveau de conditions physiques que vous pouvez avoir, et je comprends qu'effectivement, ça fasse partie un petit peu du boulot. Et tout ça, ça peut à la fois faciliter, mais aussi complexifier un petit peu les entraînements. Juste une question d'ordre pratique. Là, t'es d'astreinte, t'es de garde, t'es surtout home trainer malgré tout parce que tu dois pas partir en intervention et puis t'as une grosse intervention qui se déclenche. Tu fais quoi ? Tu mets la tenue par-dessus le cuissard et puis t'embarques comme ça ou t'as le temps de prendre une douche ? Non, on n'a pas le temps de prendre une douche. Non, ça c'est ça. Moi, du coup, j'ai toujours... ça fait rire les collègues qui disent que je suis une petite princesse, mais j'ai toujours des lingettes bébé. C'est pas très écolo, mais ça dépanne. Et du coup, je me rafraîchis rapidement. Et oui, je change la tenue. Je saute dans la tenue de feu si c'est pour un incendie. Et ouais, c'est parti. En quelques minutes, on est déjà, pour moi, à ma VL, à ma voiture. Et pour les collègues dans les engins, ça va très vite. On n'a pas trop le temps. Tu vois, pour reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure, du coup, là, maintenant, t'as plus besoin d'être lesté pour monter sur ton cheval. Tu mets juste ta tenue d'incendie et puis c'est parti. C'est clair. Bon, Pauline, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. J'aime bien terminer les épisodes par 2 questions. La première, c'est toi qui es une triathlète, une néo-triathlète, puisque tu n'as que 4 ans de pratique. Et c'est une question que je pose à tous nos invités. À ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète ? Le meilleur moyen, je pense que c'est ce que je vous ai dit dès le départ, c'est que quelqu'un vous dise que c'est impossible de le devenir.
Bon, c'est une belle philosophie, ça. Et puis, on termine toujours en demandant un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver nos invités sur Internet, sur les réseaux sociaux, si on veut suivre un petit peu ton actualité, si on veut rentrer en contact avec toi, ou même si on est normand ou on est de passage en Normandie et qu'on veut aller faire un petit tour de vélo, de course à pied ou nager un peu en mer au Havre. Alors, du coup, sur les réseaux, moi, c'est sur Instagram, P-vegan triathlète. C'est assez simple. Voilà, P-vegan triathlète. Je réponds à tout le monde. J'adore discuter. Je parle peut-être un peu trop des fois, donc faut pas hésiter. Et que ce soit en Normandie, en Corse, dans le nord de la France, peu importe, ou même sur une course, faut pas hésiter à m'écrire. J'adore rencontrer les gens, échanger avec eux, puis partager une séance. Donc voilà, je suis très ouverte. Cool, puis bon, on l'aura bien compris, pour l'année 2023, ça va être une grosse saison. Donc déjà, si vous êtes sur l'Ironman d'Italie, rendez-vous là-bas. Et puis sinon, 2023, on trouvera bien une course, on pourra te croiser. C'est certain. Super, écoute Pauline, merci beaucoup pour toutes ces informations, pour ce moment passé avec toi. On te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt, j'espère. Merci à tous les deux. Merci Pauline. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.